Alors bonsoir Ekaterina Kouleshova. Je suis ravi de vous recevoir pour déjà une 289e rencontre Vlil. Et on a la chance de vous avoir ce soir parce que les éditions, la collection littéraire des éditions Gallmeister est plutôt récente. Elle date de 2023 et clairement, vous faites un pas de géant dans le monde éditorial puisque vous parler beaucoup de classiques. Il n'y aura que des classiques ce soir et on est ravis que les auteurs morts soient parmi nous ce soir. Vous les voyez, ils sont un petit peu derrière moi. En espérant que certains soient peut-être encore en vie, sait-on jamais. Vous allez peut-être nous en dire davantage, Ekaterina. Je suis ravi de vous recevoir ce soir. J'aimerais que vous commenciez par nous parler déjà de vous, de votre parcours en tant qu'éditrice au sein des éditions Gallmeister, parce que vous êtes passée par toutes les casquettes de cette maison d'édition. Et ça, c'est plutôt rare. Vous avez franchi toutes les étapes, tous les échelons, et vous êtes maintenant directrice éditoriale. Ouais, je ne sais pas si c'est coordinatrice éditoriale, directrice, je pense, la- Tout ça. voilà, tout ça. De la collection littéraire. Par où êtes-vous passée, Ekaterina, et comment en êtes-vous arrivée à prendre cette direction de cette collection? Je suis passée par la grande porte. Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre ce soir. Merci Anthony pour cette invitation et pour cette organisation. C'est la première fois que je parle de la collection littéraire devant un écran et devant autant de monde, je pense, hein. C'est nouveau, mais on va voir. Alors, c'est pas une séance de spiritisme, donc on va pas convoquer les auteurs morts, même s'ils sont effectivement présents aussi derrière moi, puisque il y a donc les livres de la collection littéraire qui sont derrière moi. C'est mon vrai bureau. Voilà, je suis au bureau, je suis à Paris, aux éditions donc Gallmeister ce soir. Et je suis toute seule. Il n'y a personne. Voilà, mais je voulais venir pour justement vous montrer la mise en place, hein, la vraie mise en place et les vrais livres qui sont là. Je travaille aux éditions Gallmeister depuis 13 ans. Je suis une sorte de dinosaure des éditions Gallmeister puisque la maison a été créée en 2005 et les premiers titres sont parus en 2006. Donc finalement, c'est une maison plutôt jeune, hein. En 2025, ça va être 20 ans de l'existence de cette maison. C'est une maison indépendante et est une maison très dynamique qui au départ est une maison consacrée à la littérature américaine, puis à la littérature étrangère, donc du monde entier, et maintenant donc les classiques depuis avril 2023. C'est la seule maison qui fait que de la traduction en France. Donc la traduction, on va en parler, est importante. Moi, je suis arrivée donc il y a 13 ans pour rejoindre cette maison qui à l'époque était vraiment toute petite. Il n'y avait que 3 personnes, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien du tout. Et donc finalement, on a créé ensemble bah voilà, ce qu'on appelle en fait vraiment le corps de cette maison qui s'est beaucoup agrandi hein, en quelques années. Et aujourd'hui, on a une équipe qui est une équipe déjà un peu plus importante, mais on a aussi beaucoup de gens qui gravitent autour, qui sont des indépendants, comme les graphistes, par exemple, ou les correcteurs. Qui font partie en fait finalement de cette famille voilà, de la maison Gallmeister d'une certaine manière. Je suis arrivée pour un peu tout faire et très vite je suis passée par la presse, hein, être attachée de presse, donc parler aux journalistes. En même temps, il fallait aussi parler aux libraires puisque nous travaillons depuis toujours, hein, historiquement, vraiment avec les libraires indépendants. On vient beaucoup les voir, on fait beaucoup de rencontres auteurs, donc beaucoup de tournées. On est présent à pas mal de salons. Maintenant, on va aussi à Médiathèque pour
parler de la maison, pour parler de la ligne éditoriale. Donc finalement, il fallait développer tout ça dès le départ. Puis il y avait les journalistes, puis à un moment donné, il a fallu reprendre la fabrication, un peu par hasard, mais voilà, donc j'ai repris la fabrication. J'ai appris sur le tas, hein. Enfin, j'ai pas de formation de fabricant alors que ça existe, hein. Mais on est bien entouré. Et ensuite, il fallait s'occuper de la cession des droits un tout petit peu. On en fait un peu, on n'en fait pas beaucoup. Donc voilà, je me suis retrouvée ensuite donc, avec cette fonction de coordinatrice éditoriale. Enfin, qu'est-ce que fait un coordinateur éditorial? Eh bien, il coordonne en fait tout le monde qui travaille pour que les plannings, très important, les plannings soient bien tenus. Je pense que vous connaissez ça, hein. Un planning pour un projet, c'est important, surtout quand il y a beaucoup de collaborateurs. Et pour que les choses se fassent, il faut que tout soit prêt à temps et que tous les services, en fait, c'est une sorte de rouage, en fait. Il faut que tous les services soient prêts. Et donc voilà, je me suis occupée de ça, à la croisée de plusieurs services, donc entre l'édito, le commercial, les relations libraires, la presse, voilà, pour m'occuper depuis donc, quelques années de la collection Littéra, qui est un très gros projet pour la maison, un projet très important, un projet ambitieux, un projet qui demande beaucoup d'investissement, aussi bien financier que humain, hein, en termes de participation, hein. On est quand même une équipe assez petite et c'est un projet de taille. Et en fait, la collection est sortie en avril, mais ça fait déjà presque 4 ans qu'on travaille là-dessus, hein. Donc, c'est créer une marque, créer un produit qui n'existe pas sur le marché. Ça demande en fait beaucoup de travail de prospection, de comparaison, de réflexion, rien que pour trouver un nouveau graphisme, le nom, etc., etc. Donc voilà, aujourd'hui, je m'occupe du développement de cette nouvelle marque qui est Littéra et aussi donc de la fabrication aux éditions Calvest. Alors justement, cette collection, qu'est-ce qui vous anime derrière cette collection? Quels étaient les objectifs? Et peut-être vous parliez de comparaison avec ce qui existait sur le marché. Comment on arrive à concurrencer d'autres qui font du classique de manière totalement différente, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on pourrait, en effet, on en avait parlé, peut-être de la Pléiade, où il y a des petits points d'accointance, quoique, mais en tout cas, comment on arrive à se distinguer de ce qui se fait déjà actuellement? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup de classiques, hein. Les classiques sont disponibles, hein. Les classiques, alors qu'est-ce qu'on appelle déjà par un classique, hein? Un classique, alors il y a plusieurs définitions, hein, et on peut en discuter, mais globalement, hein, ce qu'on appelle un classique, là, dans l'édition, hein, une définition simple, c'est que c'est un texte dans le domaine public, hein. Qu'est-ce qu'un texte dans le domaine public? Ça veut dire que c'est un texte que tout le monde peut imprimer, publier. Et vendre. Pardon? Et vendre. Et vendre, oui, oui, bien sûr. Vous pouvez, vous, demain, si vous voulez publier Les Misérables de Victor Hugo, bah, vous pouvez télécharger le texte, enfin le trouver sur Internet, même le photocopier, enfin en faire un objet et le vendre, hein. Donc, c'est un texte qui appartient, c'est le patrimoine, c'est notre patrimoine commun, donc il n'y a pas de droit à payer. Ce qui est le cas pour tous les textes contemporains, hein. Donc, les textes tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur. C'est la loi. Alors, il y a quelques exceptions, hein, enfin, mais globalement, c'est la loi. Et donc, oui, enfin, les classiques sont disponibles partout, y compris en ligne, hein, si vous avez envie exception pour les œuvres posthumes. Le délai court, je crois, de 25 ans supplémentaires, lorsque l'œuvre est posthume. Ah, oui, peut-être. Enfin, faut voir. Je sais pas. J'ai pas encore publié de. Peut-être, mais vous savez certainement mieux que moi en termes de. Avec. Oui, je connaissais mieux en droit que moi. Euh, donc, les classiques sont partout, hein, donc, y compris en ligne. Et c'est vrai que quand vous allez en librairie aujourd'hui, vous avez tous les livres de poche qui font des classiques.
Et ensuite, vous avez aussi parfois des grands formats, un peu moins. Et puis, vous avez la Pléiade qui fait des classiques, mais pas que. Et vous vous dites, mais finalement, pourquoi et comment? Alors, je pense que vous aimez les classiques, alors je pense que vous les avez tous des classiques. On aime bien lire des classiques, hein, ça fait du bien, hein. Les classiques, c'est rassurant. On a chacun notre classique préféré, même plusieurs, hein. On ne se mettrait jamais d'accord, hein. Ça fait partie de nos lectures de préférence. Mais finalement, si vous avez envie de lire un classique ou de l'offrir à quelqu'un, eh ben, vous avez le choix, si vous allez en librairie, entre donc un livre de poche, globalement, hein, et la Pléiade, hein, qui est donc le livre de poche qui coûte pas cher, hein, qui est en dessous de 10 euros, et la Pléiade qui est tout de suite nettement plus chère, c'est-à-dire dans les 70 euros à peu près voilà, le prix. Et entre les deux, vous n'avez rien, globalement. Alors, vous avez quelques ouvrages illustrés, parfois. Vous avez aussi parfois des ouvrages qui sortent à l'occasion des fêtes de fin d'année, avec un petit peu de doré sur la couverture, voilà, mais où finalement l'intérieur n'est pas forcément imprimé sur du bon papier. Enfin, en tout cas, ce sont des ouvrages qui vont pas tenir longtemps. Et surtout, il y en a peu, en fait. C'est des espèces de collectors, des one-shots qu'on fait un peu pour à l'occasion des fêtes, et c'est tout. Mais si vous avez envie de découvrir une sélection de classiques et l'offrir, ben, vous n'avez rien entre les deux. Et donc, on s'est dit que peut-être qu'il y avait un moyen de proposer un produit qui est nouveau, un produit qui n'existe pas, hein. Donc, c'est ce livre-là, qui est un livre de très grande qualité en termes de fabrication, hein. C'est un livre qui est voilé, qui est fabriqué de manière artisanale, avec un très beau papier. Donc, en fait, on soigne énormément l'objet. Ce sont des livres qui ne bougent pas, hein, qui vont pendant 100 ans, enfin, 100 ans, ça ne bougera pas, hein. Le papier ne bougera pas, rien ne bougera. Ce sont des livres, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, c'est une très belle qualité d'ouvrage, avec un format qui est un format extrêmement confortable à lire, chaleureux, des livres souples, des livres en toile, et avec une sélection classique qui est la nôtre, c'est-à-dire c'est pas tous les classiques, hein, parce qu'évidemment on ne peut pas tout publier, mais une sélection particulière, une sélection qui nous parle, une sélection qui a l'ambition en fait de proposer des textes que nous aimons, que nous avons envie de mettre en avant, et en soignant tout aussi bien l'extérieur que l'intérieur. Donc on se différencie des autres par la qualité de l'objet, mais aussi par la qualité et l'attention qu'on porte au travail qu'on fait sur le texte. Eh bien, alors vous avez vu la souplesse du livre, c'est toujours impressionnant parce que c'est quand même très rare qu'il y ait des livres qui soient aussi souples et qu'on puisse, alors évidemment, on ne va pas vous conseiller de lire le livre de manière totalement souple et ouverte, hein, mais Ah, c'est vrai. Si, si, c'est oui, fait pour, en fait, parce que l'idée, c'est qu'en fait, ce livre tient ouvert à n'importe quelle page. oui, voilà. Vous voyez, ça, c'est un bouquin, en fait, ça, c'est les nouveaux. En fait, j'ai pas encore le coffret, parce que normalement, les livres sont dans un coffret, avec un petit peu, qui brille un tout petit peu. Mais ça, c'est les nouveaux, j'ai pas encore le coffret, c'est Autant te n'importe le vent, qui va sortir en avril. Je viens de les recevoir au bureau, les deux volumes. Donc ça, c'est un volume qui fait quasiment 900 pages, hein, 896 en fait. Oui, bah, en fait, 900 pages. Et donc, l'idée, c'est que justement, ce sont des livres qu'on peut poser. Et pendant que vous mangez votre, je sais pas, pizza ou autre chose, vous pouvez donc les garder ouverts. Et donc, oui, enfin, voilà. Alors, pizza et autant n'emporte le vent, il n'y a aucun lien, mais je vais quand même rebondir sur autant n'emporte le vent, puisque c'est quand même un ouvrage qui fait beaucoup parler depuis déjà quelques années. Comment on arrive à republier autant n'emporte le vent?
en essayant en tout cas d'avoir le moins de problèmes sociaux et moraux en 2024. Parce que ça, c'est un sujet quand même extrêmement important. On sait à quel point ça a été débattu et critiqué il y a déjà quelques années. Comment on fait pour retraduire, puisque on l'a pas assez dit tout à l'heure, mais il n'y a que des retraductions. Comment on fait pour le publier en 2024 en s'attirant le moins de foudre possible comment dire, des commentateurs, on va dire ça ainsi. Alors, je vois dans le chat, et avec une nouvelle traduction ou pas? Oui, avec une nouvelle traduction, mais en fait, nous avons déjà publié Autant n'importe le vent il y a 3 ans dans notre collection Totem, qui est la collection Poche, et donc la première nouvelle traduction depuis 39, en fait, qui a été faite aux éditions Gallimard. Donc le livre, justement, est tombé dans le domaine, et donc on l'a fait retraduire par Joseph Chiche, parti il y a 3 ans. Écoutez, honnêtement, je pense que la polémique qui a été justement qui s'est déclenchée il y a 3 ans, en fait, ça a duré 3 semaines et ça s'est éteint tout seul. Honnêtement, on n'a pas on n'a jamais rencontré de problème. En fait, autant de n'importe le monde. Bon, c'est mon livre préféré, en fait, tout court, du catalogue, hein. C'est un hasard, hein, mais il se trouve que c'est un livre que j'aime particulièrement parce que c'est un très grand roman et surtout, c'est un classique. C'est un vrai classique moderne de la littérature américaine. Et c'est un livre qui a été écrit donc par une femme, hein, par Margaret Mitchell, et c'est son seul roman. Et c'est un livre qui a été, je pense, de manière abusive, en fait, relégué dans la catégorie des romans un peu romance, oui, histoire d'amour, enfin bon, voilà. Et à l'époque, d'ailleurs, enfin, c'était de la littérature considérée comme de la littérature écrite par de bonnes femmes, et donc pas du tout important, alors que c'est un livre qui a eu quand même le prix Pulitzer. Donc c'est important de dire que c'est un livre d'abord écrit par une femme et puis surtout qui présente un personnage extrêmement féminin, donc Scarlett O'Hara, qui est discutable, hein, enfin qui est un personnage très original, au caractère très fort et surtout d'une femme extrêmement indépendante. Ce qui à l'époque n'était pas du tout évident. Et donc c'est un personnage très peu conventionnel. Concernant la polémique alors, bon, nous, on ne fait pas de la politique, on fait de la littérature. C'est un très grand texte, point. Hein, à partir de là, c'est un très grand texte. Voilà. Qu'il faut lire ce texte-là dans le contexte, enfin, le replacer dans le contexte historique, connaissant l'histoire de Margaret Mitchell, qui a été bercée dès son plus jeune âge par les récits de la guerre de sécession, puisque son grand-père, en fait, avait fait cette bataille-là, etc. Voilà, et il a une vision de ce monde-là, hein, qui est une vision certainement romancée, une vision héritée dans sa famille, en fait, héritée de ses grands-parents, qu'elle met en avant, mais en fait, ce qu'on oublie, et parce qu'en fait, vous savez, les journalistes ont beaucoup parlé de Tintin pour le vent, mais sans l'avoir lu. Et ça, c'est toujours embêtant, parce que ça fait 2 volumes, hein, ça fait quand même 2 fois, là, dans Littéra, 2 fois 1000 pages. Hein. Et donc, c'est très facile de réduire soit au côté, c'est une histoire d'amour, soit au côté, ah, il y a de l'esclavage, etc. Enfin, bien sûr qu'il y a de l'esclavage, bien sûr qu'il y a une histoire d'amour, mais c'est un livre qui dénonce la guerre, et qui montre tout l'horreur de la guerre, et surtout la complexité de ce qui vient après n'importe quelle guerre, du monde qu'il faut reconstruire, d'un monde où tout est bouleversé, où tout est chamboulé. Et donc oui, il faut replacer ce livre dans le contexte en disant que ce livre présente une certaine vision qu'on ne partage plus aujourd'hui. Mais sans pour autant aller chercher voilà, enfin, des condamnations qui, honnêtement, sont trop faciles face à l'immensité et au talent de Margaret Mitchell. Voilà.
Donc, C'était important de le en fait, c'est même pas un sujet hein, du moment où, voilà, enfin, il faut le lire. Moi, je pense qu'il faut lire. Je pense qu'on doit aussi faire confiance aux gens et de dire, vous lisez, et puis ensuite, vous décidez ce que vous retenez de ce livre-là. Et évidemment, on met de côté, voilà, on peut critiquer. Telle ou telle chose, mais chacun, je pense qu'il faut, voilà, il faut faire appel à l'intelligence du lecteur pour faire la différence et pour comprendre en fait que c'est un roman en fait historique et qui a une certaine vision des choses qui évidemment aujourd'hui sont complètement dépassées. Nous sommes bien d'accord. J'ai- Alors, celui-ci j'ai- sort en mars ou avril d'ailleurs? En avril, oui, c'est en avril. Et en plus, on va avoir un coffret absolument magnifique, mais je peux pas, enfin voilà, je l'ai pas encore, donc j'ai pas. Je veux juste réagir aux quelques commentaires. J'ai un petit pincement au cœur à avoir un livre complet de cette façon. Je sais, mais justement, c'est fait pour. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, on voit bien que le dos, voilà, il se passe rien. Ce sont des livres cousus. Et donc, justement, on peut en faire ce qu'on veut, il ne va rien se passer. Donc, c'est très pratique, hein. On a testé, on a fait plein de tests pour. Voilà, c'est un livre doudou. C'est un livre doudou, c'est vrai que c'est un livre très chaleureux parce que la toile a un aspect euh, très. C'est effectivement très, très chaleureux, ça invite à la lecture. C'est des objets qu'on a envie de garder, qui se posent bien dans la main. Il y a une prise en main, d'où le format d'ailleurs aussi, hein, qui est un format, c'est un peu plus grand qu'un poche, hein, parce que par rapport à un grand format, bon, ce sont des livres très pratiques qui tiennent même dans une poche, enfin dans une grande poche d'une veste, par exemple. Euh, Et ça fait penser aussi aux livres un petit peu plus anciens qu'on a pu découvrir, où il n'y avait rien aussi sur cette couverture-là. des micelles. Dans oui, oui, enfin, ça fait partie. Enfin, en fait, les livres anciens, effectivement, on revient vers quelque chose de très traditionnel, à ce détail près que les livres anciens sont tous durs, hein. Et nous, on a vraiment voulu travailler le côté souple, ce qui est beaucoup plus rare. Enfin, et voilà, et qui aujourd'hui, en fait, aujourd'hui en France, on n'avait pas de livre toilé. Il fut un temps où vous avez peut-être connu, hein, en fait, il y avait des éditions club en toile, enfin, il y avait le grand livre du mois, etc. Simplement, la tradition s'est perdue et aujourd'hui, on a même du mal à en fabriquer en France. C'est ce qu'il nous faut en médiathèque. En effet, en médiathèque, on peut recouvrir ça en fait. Donc, je sais que les médiathèques le recouvrent en fait avec une espèce de film en fait. On peut effectivement garder ces livres-là longtemps sans que les pages se détachent. Aucun livre ne sera maltraité pendant cette rencontre, mais ce n'est pas de la maltraitance, au contraire, c'est justement L'amour. c'est rendre hommage à la qualité et à la solidité de l'objet. Alors, Voilà. on va égrener justement la rencontre avec différents livres qui vont sortir dans les mois prochains ou qui sont déjà sortis. Et en même temps parler aussi de fabrication, de traduction notamment. Mais j'aimerais qu'on revienne sur au-delà du nom, également sur le logo. Il y a une certaine typographie qui a été choisie. Il y a aussi tous ces à côté qu'on ne voit pas forcément du premier regard, mais quand on y prête évidemment attention, on voit que tout est au détail près, que tout est millimétré, que tout a un certain charme aussi. Euh, comment vous avez choisi, que ce soit le nom de la maison, que ce soit le logo, la charte graphique, comment vous avez fait vos choix pour trancher véritablement dans le vif? Pour trancher dans le vif. Ça a pris du temps, hein, ça prend du temps pour faire des projets. Vous savez, on arrive un matin et puis on se dit, on va lancer une collection de classiques que nous aimons, une sélection à nous, hein, des textes où on va mélanger tous les genres, hein, puisque c'est le cas, hein. On publie aussi bien les frères Karamazov que les aventures de Sherlock Holmes, hein, que Jane Austen, Orgueil et préjugés, qu'Autant te n'importe le vent. Donc on n'a aucune distinction entre les genres. Donc on fait de nouvelles traductions, on veut faire des textes avec des aventures, des textes qui vont nous offrir des émotions fortes. Et donc il faut un graphisme, hein, puisque on fait une collection à part.
hein, euh, comment on fait pour créer quelque chose de neuf, mais qui nous correspond, et en même temps qui soit cohérent avec ce que la maison fait aussi historiquement. Donc, c'est plusieurs étapes, plusieurs mois de travail, de projets, de croquis. Nous avons lancé plusieurs graphistes sur le projet en expliquant en gros, et on a eu beaucoup de propositions, beaucoup de pistes, hein, et nous avons fini par choisir un duo de graphistes qui sont à Paris, hein. C'est un duo qui s'appelle Supplément Chantilly. Alors, c'est très gourmand, mais on voulait en fait une collection gourmande. Donc, voilà, ce sont deux graphistes, Delphine et Audrey, qui travaillent à Paris et qui ont conçu toute l'identité de Littéra, Supplément Chantilly. Euh, on a en fait lancé plusieurs choses en parallèle, c'est-à-dire qu'il fallait trouver le nom de la collection, le logo et le graphisme. Et évidemment, il fallait que tout s'imbrique, puisqu'on ne peut pas d'abord... c'est bien d'avoir un nom tout de suite, mais ce n'était pas le cas. On aurait pu faire, je ne sais pas, Gallmeister classique, hein, ou quelque chose de ce genre, mais nous avons décidé de créer une marque à part. Et donc, il fallait trouver un nom. Et ensuite, bon, on a commencé par ça. Enfin, c'est la première chose qui est venue, puisque on ne peut pas vraiment créer un logo sans avoir le nom. Donc, c'était... voilà. Mais je pense que j'ai mis plus de 6 mois à trouver ce nom-là. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est pas pour m'autocongratuler, c'est juste qu'en fait, parfois, vous savez, quand on cherche des noms de marque, on fait appel à des professionnels. Ça s'appelle le naming. C'est un terme... voilà, c'est un mot qui n'est pas français, mais on appelle le naming, enfin voilà, on appelle ça le naming. Et alors nous, voilà, on a essayé de trouver soi-même, enfin, et donc Littéra. Littéra veut dire lettre, mais aussi le caractère d'imprimerie en russe. C'est un mot russe un peu ancien. Donc, on reconnaît la racine lettre, évidemment, hein, qu'on a en littérature, hein, bien sûr, mais le fait que ça désigne le caractère d'imprimerie, vous savez, ce petit bout de métallique qui sert vraiment à imprimer techniquement les lettres, eh bien, ça nous a paru cohérent. Puisqu'on restait dans le domaine de l'essentiel, en fait. C'est quoi les textes littéraires? Eh bien, ce sont des textes imprimés, puisqu'on fait des livres. Donc, c'était un mot qui correspondait bien. Et puis, surtout, c'était un mot qui était facile à retenir, puisqu'on entend littérature derrière, hein, voilà. Et à partir de là, le fait de faire un graphisme fondé sur la typographie, c'est-à-dire la lettre, justement, est devenu quelque chose d'assez cohérent. Ça s'est imposé. En fait, tous les coffrets de littérature, ce sont des jeux typographiques, c'est-à-dire que ce sont des jeux autour des lettres. Alors, c'est des créations originales pour chaque ouvrage, mais vous voyez, ça reste très sobre. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de photos. Voilà, on travaille la typographie. Et la typographie, ça vieillit jamais, puisque les jeux typographiques sont innombrables. Ce sont des jeux à l'infini. On peut s'amuser avec des lettres et d'en créer tout le temps. La typographie, d'ailleurs, c'est passionnant. Les typographes, c'est un métier, hein, la typographie. Et les inventions typographiques sont l'histoire des inventions typographiques est passionnante. Et puis les typographes, historiquement, depuis Gutenberg, en fait, du moment où on a commencé à imprimer les livres, il y a eu plusieurs familles. Et puis, vous savez, il y a plusieurs familles de typographie. Et ensuite, les typographes, en fait, ils se fondaient ce qui existait déjà, tout en réadaptant certains typos, certaines polices. C'est vraiment très... Si vous avez l'occasion d'aller voir un musée typographique, vraiment, je vous invite il y en a quelques-uns en France, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller voir comment on a travaillé la typographie. Je vais juste prendre
vais en prendre un autre. Voilà, par exemple, aussi, donc là, on voit bien, voilà, différentes couleurs, On différents voit que vos drapeaux. choix ne sont pas anodins, Ekaterina. On va en Oui, parler. c'est vrai. Tolstoï, Dostoïevski, non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette couverture-là. J'aime beaucoup ce coffret, mais oui, je devrais prendre aussi autre chose. C'est vrai, vous avez raison. Ah ben, attendez, je vais faire Gatsby. Gatsby, qui est plus, voilà, qui fait, avec un petit peu de doré. Euh, il y aura d'autres titres de Tolstoï. Oui, je vais vous dire, il y aura d'autres titres de Tolstoï. Donc voilà, ça c'était le départ. Et donc ensuite, une fois qu'on avait le nom, le logo, en fait, vous avez vu le logo, c'est littéra, donc le mot littéra, ou en version petite, donc le petit lit, qui est assez rigolo. Euh, et c'est un logo plein, c'est-à-dire que c'est pas une image non plus, ça reste un logo typo. Et en fait, on l'a bien aimé parce que il y a du mouvement. Euh, c'est comme une invitation à un voyage. Vous voyez, il y a entre les différents les courbes en fait de ce mot-là, nous avons vu du mouvement qu'on voulait mettre dans cette collection, le mouvement entre les différents classiques, le mouvement entre les différents textes, puisque finalement ils se répondent à tous. Et c'est ce qu'on oublie parce que vous savez, souvent on lit les classiques, on en lit on en lit un autre, mais on a rarement une vision globale. Mais par exemple, quand vous lisez les Cosaques de Tolstoï, eh bien, dans le Cosaque de Tolstoï, à un moment donné, il parle de Cooper. James Fillmore Cooper, dans la littérature américaine. Hein. Et c'est très précieux d'avoir ces petites passerelles entre différents auteurs. Par exemple, Tolstoï est contemporain de Mark Twain. On ne pense pas à ça, on ne pense pas à tous ces liens qui existent entre les classiques. Mais en fait, voilà, Pouchkine, qu'on va publier aussi au mois de mai, eh bien, c'était un grand lecteur de Scott, de Walter Scott, qu'on va faire aussi, qui va nouer. Hein. Donc, voilà, donc c'est ce mouvement-là qu'on essaie de transmettre par le logo. Attendez que je regarde un tout petit peu parce qu'il y a des commentaires, ce qui est bien. Euh, Elle vous a demandé s'il y avait d'autres titres de Tolstoï. Je peux peut-être rebondir sur la littérature russe qui est très présente dans le catalogue. Vous allez nous expliquer aussi pourquoi, mais il y a Dostoïevski, évidemment, Tolstoï. Il y aura qui? Il y aura Pouchkine, en effet. Ça va devenir une constante et c'est rare qu'un éditeur français publie de la littérature russe classique autant dans un même catalogue sur aussi peu de titres. Donc, je pense que ça a le mérite d'être expliqué. alors, bon, il y aura d'autres textes de Tolstoï. Hein. J'espère qu'on fera les grands textes de Tolstoï les plus connus. Il y aura d'autres Dostoïevski. Hein. C'est une nouvelle traduction par Emma Lavigne, qui est une jeune traductrice extrêmement douée. Et donc, j'espère vraiment qu'on pourra offrir au public français les 6 grands romans de Dostoïevski, enfin, ce qu'on appelle en fait les grands romans de Dostoïevski. Vous savez, le problème avec les classiques, c'est que on ne peut pas tout publier. En fait, on doit faire des choix. Et quand on a envie de publier des classiques, nous, on reste du côté de la prose pour l'instant. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas publier tous les jours un livre. Ce n'est pas possible. Hein. On ne va pas saturer le marché, c'est pas le but. Hein. Donc on est obligé de faire une sélection. Et quand on regarde le roman, hein, si on a envie de publier le roman classique, bah, on se rend compte assez rapidement que le roman, déjà, c'est plutôt le 19e siècle, et que, bah, en fait, il y a des Anglais pour le roman, il y a des Russes, il y a des Français. Globalement, hein, c'est eux qui font le roman au 19e. Euh, et donc, naturellement, on a envie de publier. Mais vous voyez, on publie Jane Austen. Hum, c'est la première fois qu'on publie des Français, notamment. Par exemple, on a commencé avec Dumas, avec Monte Cristo. C'est pas un choix anodin. Hein. Monte Cristo, c'est un grand roman populaire. Et comme je vous disais,
on mélange tous les genres et on ne fait pas la distinction entre guillemets, la grande littérature et la littérature populaire. Donc, je suis très fière de pouvoir mettre côte à côte, en fait, Monte Cristo et les frères Karamazov. Et bien sûr, il y a des Russes. Alors, les Russes, on ne va pas en faire plus que d'autres, hein. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire un Russe par an. Voilà, enfin un russe par an, quoi. Alors, bah, d'abord parce que je suis russe et que je peux euh, avoir un regard, on va dire, expert, hein, n'ayez pas peur de mots, enfin de ce mot, sur la traduction. Et c'est passionnant de pouvoir éditer ces textes-là que je relis, du coup, ligne à ligne, puisque en fait, toutes nos traductions sont relues ligne à ligne par on va dire, de relectrices, en l'occurrence, il n'y a que des femmes, qui sont bilingues, enfin bilingues, ou en tout cas qui ont une très bonne connaissance de la langue source, que ce soit pour les traductions Gallmeister, historiquement depuis toujours, ou évidemment pour les classiques, c'est encore même plus important. Donc, les Russes sont là parce que bah, pour les classiques, on peut difficilement s'en passer. Il y avait une question. Deux. La première, c'est pourquoi le choix de tout retraduire? Ça, c'est intéressant aussi de qu'est-ce qui ne clochait pas, entre guillemets, dans les anciennes traductions? Pourquoi ce choix-là aussi de tout retraduire? Il y avait juste avant une petite question, est-ce que les livres déjà sortis seront réédités avec cette nouvelle façon de faire? Juste pour... Alors, Autant de n'importe le vent est sorti dans la collection Totem, mais comme c'est un classique, comme je vous disais, hein, très important, il était important de le mettre en littérat. Nous avons par exemple aussi publié déjà, hein, parce qu'en fait les classiques pour nous, ça date pas de... Même si littérat est sorti au mois d'avril, en fait les classiques, on en fait déjà depuis quelques années. Et notamment, on a retraduit par exemple, l'œuvre de Poe, l'intégrale de ses contes, en fait, ce qui n'a pas été fait depuis Baudelaire ou Vladimir Cooper, en fait, pareil, hein, enfin la trilogie, donc le dernier des Mohicans, en fait, ça c'était, voilà, ou les quatre filles du docteur Marsh, ou Thoreau de Walden. Donc finalement, ces livres-là devraient se retrouver en littérat progressivement. Mais encore une fois, on a tellement de choses à publier que, bon, pour l'instant, voilà, on fait petit à petit. Mais donc les classiques, oui, on aimerait bien les mettre en littérat sans pour autant les retirer de Totem, hein. Ça serait tout simplement une proposition en plus pour ceux qui veulent avoir ce type d'ouvrage à la maison ou offrir ce type d'ouvrage. Euh, euh, Est-ce qu'il y aura des publications autres que des classiques européens, américains, anglais? Alors les Américains, oui, puisque par exemple bah, Fitzgerald, euh, immense auteur, traduction de Jacques Mayos absolument formidable. On a commencé avec Gatsby, mais on va publier Tendre et la nuit. Euh, euh, Texte extraordinaire, enfin voilà. Et donc j'en viens au fait pourquoi le choix de tout retraduire. Eh bien, parce que c'est important de proposer des traductions, comment dire, qui portent notre marque, qui est une marque de qualité, je pense. Euh, Quand une maison, euh, historiquement, ne fait que de la traduction, on ne peut pas se permettre de faire de mauvaises traductions, hein. Sinon, ça ne tiendrait pas, en fait. Et c'est une question d'éthique, en fait. La traduction est au cœur de notre métier et on a une certaine vision de la traduction. C'est-à-dire que il y a plusieurs manières de traduire, hein, enfin, il y a plusieurs manières de travailler. Mais nous, chez Gallmeister, depuis toujours, on reste extrêmement fidèle au texte original. Donc, notre but est d'essayer de vous faire lire, alors évidemment un texte en français, puisque c'est un texte traduit, mais qui se rapproche le plus possible du ton, de l'ambiance, de l'esprit du texte original.
Alors, ça paraît évident, voilà. Mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que c'est difficile de ne pas... C'est toujours un équilibre, hein. C'est un équilibre très difficile, enfin, c'est à tenir, de rester près de la texte source, du texte source, en fait, voilà, sans... Et en même temps de produire un texte français qui soit un texte français correct, lisible, voilà. Mais sans aller trop loin, sans donner d'interprétation, sans faire euh, se permettre quelques jeux de mots peut-être ou quelques facilités, de garder le style de l'auteur. Par exemple, un traducteur qui traduit, le même traducteur qui traduit, je ne sais pas, 10 auteurs différents, eh bien, il n'a pas le droit de faire son style à lui. Il doit garder le style de l'auteur. C'est-à-dire qu'il doit s'effacer derrière la voix de l'auteur. Et pour cela, alors on l'assume, hein, c'est ainsi que nous travaillons. Il y a, vous savez, dans les études littéraires, enfin, dans la traductologie, historiquement, une, une, la bataille en fait entre les sourciers et les ciblistes, hein, une bataille éternelle. Donc ceux qui travaillent du côté, qui sont plus du côté du texte source, et ceux qui considèrent qu'en fait le texte source est secondaire et qu'en fait il faut surtout bien rendre les choses en français. Alors évidemment, c'est jamais ni l'un ni l'autre, c'est toujours où est-ce qu'on met le curseur. Hein, est-ce qu'on travaille plus le texte français ou est-ce qu'on reste plus du côté du texte source? Donc, en fait, ça fait 17 ans que Gallmeister fait que des traductions et nous avons la chance d'avoir des traducteurs qui travaillent que pour nous et qui suivent en fait cet esprit de la maison de se dire, voilà, on veut vous faire lire des auteurs différents, donc les traductions sont différentes. Euh, vous allez retrouver la voix de l'auteur, même si vous lisez ce texte en français. Et c'est pour ça qu'en fait, ces traductions-là sont relues ligne à ligne, avec beaucoup de distance, par quelqu'un qui n'est pas le traducteur. Parce que le traducteur, à un moment donné, manque de... Vous savez, quand on vit dans un texte, surtout que quand c'est un texte long ou un texte difficile, il est happé par ce texte-là. À un moment donné, il fait corps avec ce texte-là. Donc c'est très difficile parfois de ne pas se laisser euh, euh, embarquer par ce texte-là. Et du coup, peut-être avoir des écarts, ou en tout cas, enfin, d'aller, de se laisser embarquer dans l'interprétation et parfois même, tout simplement, on peut rater une phrase hein, parce que, bah voilà, on s'est levé, on est allé manger, puis on est revenu, puis on a raté un paragraphe. Donc, on est comme des garde-fous. C'est-à-dire qu'en fait, on relit ligne à ligne pour voir s'il manque rien et s'il n'y a pas, voilà, si on peut améliorer quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être encore chercher pour mieux faire. Et du coup, ensuite, on travaille avec le traducteur, en fait, ou la traductrice, pour voir, voilà, c'est pour vraiment trouver le meilleur moyen, meilleure traduction, à un mot près, hein. Enfin, c'est parfois des débats qui peuvent prendre sur un mot, hein, qui peuvent prendre plusieurs allers-retours. On cogite, en fait, on se dit, mais alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ce mot-là? Quel est votre ressenti? À un mot près. Mais on peut se le permettre. En fait, je peux vous dire que tout le monde ne fait pas ça. Mais nous avons cette chance de pouvoir travailler ainsi, c'est-à-dire de travailler très en amont et à la fin, d'être sûr de publier un texte qui est, euh, pour nous, un texte plus abouti, une traduction la plus aboutie possible. Alors, donc, tout retraduire, c'est juste que ça fait partie de notre métier. On ne peut pas on peut pas se permettre D'abord, c'est une manière aussi, bien sûr, de s'approprier le texte. C'est-à-dire que enfin, quand on est éditeur et quand on a envie de traduire, de publier un texte, bah, comment je fais hein, parce que si le texte est dans le domaine, mais la traduction, alors encore que, il y a des traductions qui sont dans le domaine aussi, mais vous savez qu'autrefois, la traduction n'était pas, le métier n'était pas le même qu'aujourd'hui. Un métier de fou traducteur, oui, c'est un métier très difficile, c'est un métier très solitaire aussi. Et d'ailleurs, nos traducteurs sont
content de pouvoir échanger avec les éditeurs, puisque justement, il y a des traductions qui ont été publiées, hein, enfin comme ça, hein, il y a sans être relues ou éditées par un éditeur, hein, ça existe aussi, et ça se voit. Or, c'est important d'échanger. Un métier, c'est bien sûr un travail solitaire, mais c'est un métier aussi où un texte, c'est un organisme, hein. Et, euh, et parfois, c'est vivant, quoi. Enfin, les mots, c'est vivant, hein. Donc, c'est une passion. C'est passionnant de relire une traduction. Alors, je suis extrêmement fière de Frères Karamazov, par exemple. Alors, vous vous dites étonné d'ailleurs du choix de la traduction pour Dostoïevski, alors qu'il a été traduit par Markovitch assez récemment. Alors, Markovitch a fait un travail extrêmement lourd, hein, puisqu'effectivement, il a retraduit l'intégrale de l'œuvre de Dostoïevski. Alors, c'était déjà il y a 20 ans, hein, enfin, mine de rien, mais bon, on peut dire que c'est effectivement à l'échelle de l'histoire littéraire, c'était peut-être récent. Euh, je... Comment vous dire? Allez-y, allez-y, Franco. Non, mais j'ai pas, non, parce que j'ai pas du tout envie d'aller enfin, mon but n'est pas d'aller dans les polémiques, enfin, ni voilà. Euh, En tant que Russe, euh, j'ai toujours cru, enfin, quand je lisais en français, j'ai toujours dit que Tolstoï était bien traduit et Dostoïevski était mal traduit en français. Euh, J'avais 18 ans, enfin, quand j'ai dit ça, hein, c'était un regard très naïf, en fait, enfin, très, voilà, c'est juste que j'ai essayé de lire les traductions qui existaient, je sais même plus lesquelles exactement, mais enfin bon. Et j'ai trouvé que, il y avait des traductions qui passaient bien et que Dostoïevski passait pas bien. Je sais pas à partir de quel texte c'était le cas. Enfin, je sais pas. Mais j'ai suivi pendant longtemps un séminaire sur la traduction parce que ça m'intéresse, hein. Je ne suis pas traductrice, hein. Voilà, je peux relire les traductions, mais je ne suis pas traductrice. Mais j'ai suivi un séminaire de traduction à la Sorbonne et on a travaillé sur plusieurs auteurs, et notamment sur les traductions de Markovitch, pas que, mais pour comparer ces différentes traductions. Et donc, moi, j'ai beaucoup de questions à poser à Markovitch sur ses choix, sur certains de ses choix de traducteurs avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas retraduire Dostoïevski après Markovitch. C'est-à-dire que, bon, déjà, il n'y a pas de traduction définitive, hein, ça n'existe pas. Donc, dans 50 ans, ou je ne sais pas, dans 30 ans, ou demain peut-être, quelqu'un va retraduire encore les frères Karamazov, hein. C'est bien, moi je trouve que c'est bien qu'il existe plusieurs. Il faut avoir du choix, hein. C'est bien de pouvoir proposer plusieurs traductions. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas que Markovitch ou autre existe ou n'existe pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer la traduction qui me paraît la plus juste et de le faire en connaissance de cause et d'être derrière. Moi, en tant qu'éditrice, je peux vous garantir. Bon, alors, après, c'est bien sûr toujours aux lecteurs et aux lectrices de comparer s'ils le veulent, hein. Mais moi, au moins, je suis tranquille. Je sais ce que je publie, je peux répondre, hein. Euh, je sais ce qu'il y a dans ces deux volumes. Et, euh, et donc, c'est important. Voilà. Alors, on va faire un petit interlude pour vous montrer une vidéo qui montre la fabrication d'un livre littéraire. Elle est très courte, elle dure à peu près 1 minute 30, mais elle est quand même assez fascinante. Vous allez le voir. Je vais vous partager ça. Si logiquement vous pouvez me confirmer que vous le voyez, mais je pense que oui. C'est parti.
Eh bien voilà. Voilà ce que c'est aussi de travailler dans le milieu d'édition. Alors, pardon, j'ai une publicité qui est là, c'est bon. Est-ce que vous voulez rebondir, Ekaterina, par rapport à cette vidéo? Là, alors euh, oui, c'est c'est une vidéo qu'on a préparée l'année dernière. Donc, c'est la première partie, ça se passe donc en Allemagne, chez Post-it, où sont imprimés les livres. Donc, c'est une maison bicentenaire, maison artisanale qui donc fabrique en fait tous les littérats, voilà, de tous les, tout est fait sur leur site. C'est à Regensburg, donc à Ratisbonne, Bavière. Tout est toutes les étapes en fait. Voilà, vous avez eu des fils, enfin donc les tranches fils, le collage, le montage des couvertures et l'impression des blocs du texte sont faits là-bas. Maison familiale, toujours. Et puis ensuite, donc ça arrive en France et nous fabriquons les coffrets colorés, séduisants. Voilà, on voulait justement avoir ce contraste entre le livre qui est très sobre, voilà, qui est une vraie tradition allemande. En fait, pour les Allemands, c'est très facile à faire puisque les livres allemands sont comme ça. C'est pas extraordinaire pour eux. Donc, vous pouvez en voir en Allemagne et en Autriche et en Suisse allemande. Et ensuite, donc, il y a un petit habillage et vous avez vu dans le film ce moment qui s'appelle le calage, quand on choisit les pourcentages de couleurs, puisque en fait, euh, on va caler au calage de chaque coffret, c'est-à-dire que on va caler, définir la chromie, les couleurs pour chaque titre, donc chaque ouvrage. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire plus jaune, moins rose, plus rouge, pour jouer sur l'équilibre et pour avoir l'équilibre des couleurs le plus juste, qui nous paraît le plus attirant. Donc ça se fait en fait en Normandie, voilà, pour chaque titre. Alors, il y avait deux questions dans le chat, je Oui, pense que vous les avez vues oui. aussi. Sur l'accompagnement des textes. Est-ce qu'il y a une préface? Est-ce que le texte est seul? Et aussi, peut-être répondre à une deuxième question sur le temps de retraduction. Est-ce qu'il y a des traducteurs qui vont, et j'imagine, moins vite que d'autres, et d'autres peut-être plus vite, forcément. Mais combien de temps laissez-vous à un traducteur aussi pour publier un texte? Est-ce qu'il y a une deadline? Ou au contraire, vous vous laissez porter par les traductions qui arrivent? Tout à l'heure, vous avez parlé de planning. Oui, ah non, le planning, c'est très important. Le planning, c'est très important. Donc, non, on ne peut pas se laisser porter par les traductions, puisque sinon, justement, on ne pourra jamais programmer en fait, les choses, puisque, par exemple, la fabrication de ces livres-là, c'est 4 mois. Par comparaison, imprimer un poche chez nous, un grand format, ça prend un mois. Même 3 semaines. Même, je pourrais même réimprimer en 15 jours. Enfin, voilà. Mais ces livres-là, je ne peux pas. Parce qu'en fait, d'abord, j'imprime ça. Et puis ensuite, une fois que, seulement au moment où j'ai le livre fabriqué, qu'on va avoir les mesures exactes pour faire le coffret. Pour que le livre, en fait, entre exactement bien et soit bien logé
dans le coffret. Donc, pour fabriquer le coffret, j'ai besoin d'avoir déjà le livre fait. Donc, du coup, ça rallonge le temps je ne peux pas fabriquer les deux en même temps parallèlement. Alors, non, les traductions, alors écoutez, bien sûr que ça dépend des traducteurs. Mais globalement, ça dépend aussi des textes, hein. C'est-à-dire que vous avez des textes, enfin Gatsby est un texte qui fait 200 pages et Tant et n'importe le vent, c'est un texte qui fait 2000 pages. Donc, ce n'est pas les mêmes délais. Évidemment, on propose un délai au traducteur et puis ensuite, en fonction voilà, ça reste ajustable, mais globalement, on part sur un délai. Alors, pour les classiques, effectivement, les délais sont assez longs, qui peuvent tourner, enfin, ça peut être un an, voire un an et demi. Par exemple, Autant que n'importe le vent, Josette chez Spertisch, il a travaillé un an. Mais il a travaillé un an tous les jours. Et il était bien, bien, bien fatigué à la fin, hein, parce que c'est un rythme très important. Les frères Karamazov, on est sur un an et 6 mois. Hein, voilà, donc c'est pour vous donner l'idée donc les grands textes qui sont des textes extrêmement grands, longs, épais et complexes, c'est facilement entre un an et 2 ans. Hein, c'est voilà. Des textes plus courts, eh bien ça peut être 6 mois. Voilà, enfin c'est à peu près on est dans ces délais-là. Et puis ensuite il y a la révision. Donc ce que je vous disais, hein, la relecture ligne à ligne qui prend environ un mois, parfois 2 mois, en fonction aussi bien sûr de la longueur. Donc mais oui, alors évidemment, on peut toujours ajuster les délais, hein, c'est-à-dire que si jamais voilà, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des. Voilà. Mais globalement, les traducteurs connaissent on va dire, leur capacité. Donc voilà, quand ils ont de l'expérience, ils peuvent à peu près savoir combien de temps il leur faut pour aboutir à la version finale. Et qu'est-ce que c'était? Ah oui, les préfaces. Alors oui, euh, nous avons voulu avec Littéra faire une collection tournée vers le plaisir de lire. Vous savez, de retrouver le plaisir de lire des classiques. Euh, alors, pour les jeunes, par exemple, vous savez, les classiques, c'est l'école, c'est souvent, oui, bon, les classiques, c'est chiant, c'est long, voilà, c'est obligatoire, en plus, il faut faire ça vite. Euh, et, euh, et en fait, nous, on a voulu justement dire, mais en fait, les classiques, c'est fun. Les classiques, ce sont des textes formidables. On a plein, plein, plein de réponses à tout ce qui se passe dans notre vie. Non, mais c'est impressionnant parce que du coup, moi, depuis un certain temps, je relis, hein, et je lis beaucoup de classiques par la force des choses. Et c'est dingue, la modernité de certains textes. Voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les classiques. Dans les frères Karamazov, vous trouvez les réponses, je pense, existentielles absolument fondamentales. Enfin, et c'est universel. C'est vraiment cette portée universelle. Et donc, le plaisir de lire des classiques, d'où aussi cet objet-là, puisque, comme je vous disais, les classiques, souvent, puisqu'ils appartiennent à tous, en fait, sont souvent malmenés. Hein. Lire un livre de poche qui est tout tassé, qui est composé tout petit, où souvent, à l'intérieur, il n'est pas mis en... En fait, les classiques ne sont pas mis en... C'est ce qui s'applique aussi à la Pléiade, hein, qui est difficilement Oui, lisible. il est difficilement lisible, puisque en fait, je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé de lire les Pléiades? C'est très bien pour les universitaires. Moi-même, en fait, je suis passée par cette étape-là où on a besoin des variantes. Et donc, on va aller chercher dans la Pléiade les variantes de tel ou tel texte. Parce qu'en fait, il y a les ébauches, il y a enfin, c'est important, c'est un travail très important de recherche. Et nous, on s'est dit, mais on ne fait pas du tout ça, en fait. Nous, on n'est pas du tout dans le même esprit. On a voulu vraiment donner au lecteur cette envie de lire ou de relire les grands classiques en se disant, mais c'est une lecture plaisir. Et donc, à partir de là, nous proposons une préface qui est une préface préparée par des spécialistes passionnés. Alors, j'insiste sur le mot passionné parce que ce sont des universitaires, mais je cherche des universitaires qui ont vraiment envie de transmettre la passion du texte, hein, qui font une préface extrêmement ouverte.
qui donnent quelques clés, qui vont dire, mais allez-y, entrez dans ce texte-là parce que c'est un grand texte et qui donne voilà, quelques pistes comme ça, mais sans pour autant faire une analyse, voilà, une interprétation extrêmement poussée qui parfois peut d'ailleurs nous rendre un peu perplexes. Enfin, voilà. Donc c'est une préface très ouverte. Et on apprend plein de choses. Voilà. On apprend sur la vie de l'auteur, voilà, sur le contexte, comment ce texte a été écrit, il y a quelques anecdotes. Voilà, c'est tout en proposant bien sûr en fait une lecture, quelques analyses pour donner encore une fois quelques clés pour appréhender en fait le texte. Alors d'ailleurs, on peut lire la préface après, hein, comme souvent c'est le cas. Hein. Enfin, moi, je sais pas, moi je lis toujours les préfaces après, par exemple. Je lis jamais les préfaces avant de commencer un texte. Hein, Et puis il y a une petite chronologie de la vie de l'auteur il y a quelques notes. Il y a quelques notes en bas de page qu'on veut vraiment des notes juste ce qu'il faut. Vraiment des notes où vraiment, enfin, si vraiment il y a un problème, si vraiment tel ou tel mot ou tel, je ne sais pas, fait historique, enfin, qui empêche la compréhension du texte, eh bien, il y a une petite note. Mais sinon, voilà, on ne cherche pas à faire un appareil critique lourd, hein. On veut juste vraiment se concentrer sur quelque chose, sur la lecture plaisir, d'où la composition. Puisque, en fait, bon, là, on ne voit pas comme ça, mais nous avons fait plusieurs essais et nous avons vraiment travaillé la mise en page des littérats. La mise en page est extrêmement confortable. C'est-à-dire qu'en fait, ces textes-là, vous pouvez les lire durant plusieurs heures, hein, voilà, durant des heures sans être fatigué. Parce que la composition et la police, la composition, l'interlettrage et l'interlignage, hein, tout ça se travaille dans l'édition. C'est d'ailleurs un métier. Hein, le métier de compositeur est un métier qu'on connaît peu, puisqu'en fait, mais en fait, un même texte hein, peut être composé de manière très différente et en fonction de la manière dont il est composé, soit il est lisible, soit il ne l'est pas. Il y a plusieurs. C'est aussi, ça fait partie, comme les polices, hein, comme les typographies dans l'édition, la composition varie en fonction des siècles, en fonction des éditeurs, évidemment, des pays aussi. Et donc, c'est un travail. Le compositeur, c'est un métier. Donc, on a fait plusieurs essais pour composer une page très confortable. Et de la même manière, par exemple, le texte est imprimé non pas en noir. Hein. L'ancrage, en fait, le noir n'est pas à 100%, comme c'est souvent le cas en France, il est un tout petit peu en gris, parce que les Allemands impriment en gris, et du coup, c'est moins violent pour les yeux. Vous voyez, donc ce sont ces petits détails qui font la différence. C'était une de vos premières questions. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres? Eh bien, voilà, ces petits détails font la différence. Par rapport oui, c'est passionnant tous ces détails, mais vous savez, on sait très bien que c'est le diable se niche dans les détails. Donc les détails, d'abord c'est passionnant, c'est très agréable à travailler, parce que parfois il y a des choses évidemment qu'on ne voit que nous, mais on se dit il y a quelqu'un qui va le voir. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi le métier. Parce que là, on revient. Vous voyez, ce livre-là, c'est aussi une envie de revenir vers des objets. Il y a quelques années, on disait oui, le livre numérique, ça va tout bouleverser, il n'y aura plus de livres, les libraires vont disparaître. Bah, vous voyez, non, en fait. On aime toujours les livres. Et moi, je pense que c'est important de revenir vers des livres de qualité qui donnent envie. Hein, puisque ce sont il faut montrer qu'on peut et qu'on sait faire des livres bien, quoi. Enfin, des livres qui vont durer. Ce sont des livres durables. Ce sont des livres qu'on a envie de garder, qu'on peut transmettre, qu'on peut prêter. Voilà, des objets qui sont là, qui nous accompagnent, qui se patinent. Hein. Ce sont des livres qui vont se patiner. Mais voilà, ça fait partie de notre quotidien. Enfin, le livre fait partie de notre quotidien. Et bien sûr qu'il y a tous les détails. Par exemple, vous voyez, ça s'appelle un tranche-fil là. Alors, il y a un signet, il y a un signet et un tranche-fil. Donc, signet en tissu et tranche-fil aussi. Eh bien, on accorde le tranche-fil avec le signet par rapport à la couleur de la toile.
chaque livre. Ça paraît, voilà, mais c'est notre petit, c'est un petit plus qui, nous, évidemment, nous fait extrêmement plaisir. Ah oui, mais là, on va mettre du vert. Non, on va mettre du gris. Mais alors, voilà, c'est ce genre de choses. Donc oui, l'appareil critique est présent, mais il est concis et essentiel. Voilà, on met vraiment en avant le texte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'illustration. C'est pas le but, c'est pas le même projet, hein. On ne fait pas de livre illustré. On met en avant, enfin le texte, à part quelques textes qui ont été publiés dès le départ et conçus avec des illustrations, ces textes-là se suffisent en fait. Donc il n'y a pas de, il y a rien de plus. C'est déjà bien de pouvoir mettre en avant et d'offrir un bel écrin, un classique, parce que souvent, voilà, on malmène les classiques, on en fait ce qu'on veut, hein. Tout le monde en fait voilà, ce qu'on veut. Il faut les respecter, hein. Il faut leur donner une belle mise en avant. Oui. Que la typo doit être aussi lisible, je suis d'accord, donc je pense à ça. Oui, 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 bien sûr. Mais la typo, pareil. En fait, on a fait une vingtaine d'essais avec les différentes typos, les différentes mises en page, combien de lignes par page, les marges. Par exemple, là, vous avez les marges, vous pouvez mettre vos doigts, donc les pouces, sans cacher le texte. L'équilibre de la page, c'est vraiment passionnant. Il suffit de changer peu de choses, rien que déplacer, par exemple, le titre courant ou le numéro de la page ailleurs, eh ben, peut casser l'équilibre d'une page. Et en fait, on ne le perçoit pas comme ça intellectuellement, mais on regarde, on compare et on se dit, ah non, ça me dérange. Et celle-ci, j'aime bien. Donc, vous voyez, et c'est plutôt objectif, hein. Alors, il y a évidemment, parfois, il y a quelques préférences personnelles, mais globalement, il y a un confort objectif pour ce genre de choses. Donc, voilà. Alors, c'est une typo d'ailleurs qui s'appelle Mrs. Eves. Alors, le typo Mrs. Eves est une typo, est une variante de la typo Baskerville, qui est. Alors, c'est pas le chien de Baskerville, hein, encore que il y aurait un lien lointain avec Conan Doyle, peut-être. Mais la typo Baskerville est une typo ancienne et il a été retravaillé au XXIe siècle, en fait, par une typographe qui a donc créé une variante de la typo Baskerville en l'appelant Mrs. Eves. Pourquoi? Pour rendre hommage à Mrs. Eves, qui était une gouvernante et en fait ensuite femme de Monsieur Baskerville et qui a tenu son imprimerie en Angleterre et qui, après la mort de Baskerville, en fait, a beaucoup travaillé pour que l'imprimerie continue son existence. Et sauf qu'en fait, l'histoire a un peu oublié ce personnage de Mrs. Eves. Et donc, voilà, enfin, aujourd'hui, voilà, il y a une typo qui rend hommage à cette dame qui est là, qui a fait des choses pour le développement de l'imprimerie aussi. Voilà. Donc, Alors, c'est on va une faire typo. une petite photo de groupe. Et Katerina, vu on est nombreux, on va faire une photo de groupe. Ne bougez pas, voilà. En tout cas, vous avez le droit de bouger, bien sûr, hein, mais... Alors, non, ce n'est pas ça. Et voilà, c'est bon, parfait. Et Katerina, j'aimerais qu'on parle du seul ouvrage qui est sorti pour l'instant en 2024, c'est celui de H.G. Wells, qui réunit Il y a trois... aussi Léo de Hurlevent. Les Ah deux sont oui, en exact. même temps. Wells. Yes, Wells. C'est la première fois que quatre romans sont mis dans un seul coffret, donc c'est important peut-être d'en parler, de voir comment vous avez fait les choses, puisque là on est davantage sur de la science-fiction, c'est le premier aussi de science-fiction, il me semble, chez Littéra. On voit que les genres, finalement, il n'y a pas d'importance sur les genres. Le plus important, c'est le texte, rien que le texte, tout le texte. Oui, alors oui, oui, ça confirme en fait le Littéra a cette ambition. Alors combien de titres sont prévus chaque année? Alors 8 cette année, enfin 2023, 8 et puis ensuite 10 et peut-être voire 11 dans les années à venir si tout se passe bien. Euh, le Littéra est une collection qui est très ouverte, hein. Encore une fois, hein, H.G. Wells, à côté d'Emily Brontë, donc de Léo de Hurlevent,
Moi, je trouve ça chouette parce qu'en fait, vous pouvez très bien lire ça et puis ensuite enchaîner avec Léo de Hurlevent et ensuite attaquer les frères Karamazov ou l'île au trésor, hein. Voilà. Ce sont des textes qui, en tout cas, vous êtes sûr de vivre de belles aventures avec beaucoup d'émotions et même s'ils sont extrêmement différents. H.G. Wells, les textes, enfin, alors, c'est vrai que c'est un volume qui permet d'avoir les quatre, ces romans les plus connus, en fait, La guerre des mondes, La machine à voyager dans le temps, L'île du docteur Moreau et L'homme invisible, ensemble. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres sur le marché qui proposent une telle compilation. Alors, Littéra n'a pas la vocation de faire des intégrales, mais on est libre en fait à réunir parfois quelques textes parce que ça me paraît cohérent ou n'en faire qu'un. Vous voyez, Les Cosaques de Tolstoï, c'est un texte assez court. Bah, il est tout seul. Et puis, et H.G. Wells, on réunit les quatre parce que ça donne une belle, on va dire, une image cohérente de ce fondateur, en fait, de cet auteur qui était vraiment le visionnaire, hein, puisqu'il a inventé énormément de choses, ou en tout cas, il a parlé dans ses textes de plein d'inventions que nous vivons aujourd'hui, notamment, par exemple, la bombe nucléaire, alors qu'il n'appelait pas comme ça. Mais il a imaginé en fait énormément de phénomènes scientifiques et même a fait avancer la science parce que certains scientifiques, après l'avoir lu, ont pu avancer dans leurs inventions. Une vie passionnante puisque Gemel a écrit énormément. Il a publié des textes, il était scientifique de formation. Il a publié des textes sur la biologie, sur la politique, des textes de non-fiction, des textes sur les problèmes de la société. Passionnant. Passionnant. Et il se trouve qu'il a énormément publié aussi de textes de science-fiction, dont ces quatre-là. Et en fait, sans Wells, on n'aurait pas eu King Kong, par exemple. Parce qu'en fait, King Kong, bah, c'est un avatar de les expériences sur les animaux, par exemple. Bah, ça vient clairement de l'île du docteur Moreau. Donc, énormément. La guerre des mondes, l'attaque des Martiens, bah, ça a donné tout un imaginaire pour le XXe siècle. Qu'on connaît dans les films, enfin, et donc voilà. Alors, ce volume, en fait, c'est encore une fois une nouvelle traduction par Pierre Bondil, qui a déjà traduit, alors, qui est en train de retraduire l'intégrale des aventures de Sherlock Holmes, et qui a déjà traduit avec Joanne Leray donc les histoires de Poe, d'Edgar Allan Poe, entre autres. Elle a aussi traduit autre chose. C'est un volume qui est important parce que ça donne justement ça ouvre littéraire vers d'autres genres. Et là, pour le coup, la retraduction, elle était nécessaire puisque les textes qui circulent actuellement sur le marché, sauf L'homme invisible qui a été retraduit il y a 2 ans, tous ces textes-là, en fait, aujourd'hui sur le marché, circulent dans les traductions qui datent de la fin 19e, tout début 20e siècle. Donc, ça fait plus de 100 ans, en fait. Et pour en revenir, donc, il y a eu un commentaire, d'ailleurs, sur la traduction, sur le ketchup, j'ai vu passer. Effectivement, on ne traduisait pas il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a 100 ans, même il y a 50 ans, de la même manière qu'on traduit aujourd'hui. Alors, d'abord, les outils évoluent, hein. On a beaucoup plus aujourd'hui de possibilités de traduire, puisque on a quand même accès à beaucoup plus d'informations, donc on peut être plus précis. Et puis, tout de même, l'exigence des lecteurs, évidemment, aussi, l'exigence plus importante, puisqu'il y a plus de gens qui parlent les langues et qui aussi peuvent vérifier les informations. Et puis surtout, ce qu'on voit avec Wells, mais ce qu'on voit aussi avec Dostoïevski, ou enfin d'autres, ou Jane Austen, enfin, peu importe, c'est qu'autrefois, on faisait beaucoup de contractions dans les traductions, c'est-à-dire que pour gagner de la place, ou pour des genres qu'on considérait des genres mineurs, comme le fantastique ou le polar, par exemple, eh bien,
Et même dans Dostoïevski, hein, parce que parfois il y a une description un peu trop longue, un peu trop complexe, la phrase est difficile. Ah bah tiens, on va, on va prendre un paragraphe, on va à peu près garder le sens, mais on va couper quelques répétitions, on va couper quelques descriptions, on va virer quelques adjectifs, et bim, ça fait un truc beaucoup plus compact. Alors, on a gardé le sens, hein, l'histoire, l'intrigue ne change rien, mais le problème, c'est que vous ne lisez pas l'auteur. Vous lisez un choix de tel ou tel traducteur, de tel ou tel éditeur aussi, puisque c'est l'éditeur qui publie. Hein. C'est toujours l'éditeur qui est responsable de la publication finalement. Ce n'est pas le traducteur. Hein. Le traducteur, il soumet une traduction. Ensuite, il y a quand même une responsabilité de l'éditeur, il faut le dire. Hein. C'est toujours l'éditeur qui, si vous lisez une mauvaise traduction, il faut se plaindre auprès de l'éditeur, pas auprès du traducteur. Hein. C'est qu'il n'a pas été bien édité. Hein. Lui, il fait son travail. Après, il y a toujours l'éditeur derrière. Hein. Donc, c'est l'éditeur qui signe, qui fabrique un livre, hein, donc une C'est vrai qu'on publication. entend souvent qu'on tape souvent sur les traducteurs, alors qu'en Oui. réalité, vous avez totalement Ah raison. non, 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 non. Et c'est pour ça que je disais la question pourquoi tout retraduire, mais parce que moi, en tant que. C'est une question d'éthique, en fait. Un éditeur doit être responsable des livres qu'il met en vente. Quand il y a des coquilles, c'est le traducteur, enfin, c'est l'éditeur qu'il faut. Voilà, quand il y a des problèmes avec des livres, n'importe quel. Voilà, c'est l'éditeur. Alors après, voilà, parfois il y a des erreurs de fabrication, des accidents, des machins, des choses, mais n'empêche que en matière de la traduction, il y a toujours derrière un éditeur. Donc ça, on ne dit pas assez, mais oui. Donc, c'est pour dire que du coup, les traductions qui circulent aujourd'hui sur le marché sont des traductions extrêmement anciennes et donc qui permettent pas, ne donnent pas accès à l'esprit de Wells. La traduction des frères Karamazov dans la Pléiade a cette année 100 ans. Et il manque, il manque du texte. Pas parce que c'était pas bien fait, parce que c'était fait en 1923, et en 1923, les buts, les codes de la traduction n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi simple comme ça, que ça. Vous avez énormément de traductions de Jane Austen d'époque quasiment qui sont réimprimées dans un livre de poche et qui datent donc de plus de 150 ans. Et c'est un peu problématique parce qu'on peut aujourd'hui mieux faire et mieux traduire. Et qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah, vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Bah non, on est, c'est peut-être ambitieux, mais on se croit plus intelligent que l'intelligence artificielle. Non, enfin non, blague à part, non, on n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, alors c'est une question qui apparaît de plus en plus. Il y a de plus en plus de dossiers qui sont publiés là-dessus. L'intelligence artificielle va certainement modifier des choses, ou en tout cas va influencer d'une manière ou d'une autre le rapport au texte, je pense, dans les années à venir, et ça va très vite. Mais non, en fait, pour l'instant, en tout cas, l'intelligence artificielle n'est pas capable de traduire un classique. Un jour, ça va peut-être venir, hein, mais voilà, ça pose des problèmes autres. Il y a effectivement des pratiques, d'après ce qu'on m'a dit, hein, qu'il y avait des pratiques aujourd'hui qui étaient des pratiques très surprenantes de demander à un traducteur de relire une traduction faite par l'intelligence artificielle et de la corriger, c'est-à-dire de réécrire une traduction faite par l'intelligence artificielle, ce qui est terrible pour un traducteur parce qu'en fait c'est pire, c'est qu'en fait ils disent que c'est plus facile de traduire soi-même que de réécrire un truc qui a déjà été fait par quelqu'un. Et puis surtout, la question de droit se pose, mais à qui signe cette traduction-là, à qui elle appartient? Donc ça va certainement, en termes de droit, en termes de copyright, les questions... Propriété intellectuelle. Ouais. Voilà, ça oui. Mais nous, non, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. Alors, on vous a interrogé sur le programme 2024. On a déjà parlé d'H.G. Wells et d'Emily Brontë qui sont sortis là déjà le 4 janvier. On a parlé de Margaret Mitchell qui sort donc en avril. Mais ensuite, il y a quand même un sacré programme qui arrive. Alors, je ne sais pas si tout va être tenu parce que vous avez parlé de 10 livres et là, j'en lis 12 sur la carte. Parce que oui, vous avez une petite carte qu'on vous donne dans chaque livre avec les parutions à venir. Et c'est vrai que c'est très excitant à chaque fois de lire ce qui va arriver.
Qu'est-ce qui va arriver véritablement, Ekaterina? Est-ce qu'il y a Non, des choses... non, 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 tout va arriver. Ce que Ah, vous tout. disiez. Oui, tout. Mais en fait, moi, quand je disais, c'était pour les nouveautés. Mais en fait, là, dans la liste que vous avez, donc, il y a Pouchkine, il y a Les Liaisons dangereuses qui vont arriver pour le deuxième français qu'on va publier, qui est un texte olé olé. Non, pas du tout, qui est un texte en fait extrêmement piquant et très moderne. Voilà, donc un roman, un formidable roman épistolaire, enfin, quand même très incisif. Après, il y a Pouchkine, il y a les œuvres en prose de Pouchkine. Alors, Pouchkine, qui est un grand poète hein, russe, mais qui a quand même écrit un peu de prose, et donc c'est un petit volume qui permet de lire, de faire connaissance avec la prose de Pouchkine. Moi, ça me réjouit parce que la prose de Pouchkine est extrêmement lumineuse. C'est une langue faussement simple, c'est cristallin, mais ce sont des histoires où il y a énormément de jeux avec les différents genres littéraires. Il y a comme ça, des canevas sont retravaillés et puis surtout, globalement, ça finit bien. Et on en a besoin. Enfin, donc voilà, ça, c'est un volume que j'aime beaucoup. Il y a Dickens qui va arriver. Alors non, enfin, et après, je ne peux pas vous promettre à 100% le deuxième parce que là, on est encore en train de voir pour la rentrée. Voilà. Donc, il y aura certainement Les Misérables de Victor Hugo, très important, qui sont déjà prêts. Et puis, en fait, on va continuer avec Sherlock Holmes, puisque on a publié le premier volume, il y en a trois hein, dans l'intégrale des aventures de Sherlock Holmes. Et il y a aussi Jane Austen, Raison et Sentiment, puisqu'on a publié Orgueil et Préjugés, et les lectrices de Jane Austen attendent d'autres romans, donc on va les remettre le plus rapidement possible. Pour Euh, Charles pour- Dickens, je précise, c'est Oliver Twist. Oui, c'est Oliver Twist, oui, c'est Oliver Twist. C'est Oliver Twist. Et donc voilà, globalement, c'est ça qu'on va avoir. Et pour le reste, il faudrait voir, il y aura des ajustements. Mais ça, c'est le... En fait, les terrains, on travaille très en amont. Donc on a beaucoup de textes qui sont déjà prêts. Et après, on va les distribuer en fonction de nos envies, et surtout de cohérence du catalogue. Ah bah tiens, on a publié un tel, donc ça serait bien de le mettre à un miroir avec un autre. Donc voilà. Donc, Mais il y aura de quoi faire. donc, a priori, pas de George Orwell. A priori, pas de George Orwell. Pas Euh, encore. En tout cas, pas à l'automne. Ok, ok. Alors tout à l'heure, il y avait une question sur le prix. En effet, c'est une question importante. Comment vous faites pour tenir ces prix aussi bas, entre guillemets? Alors évidemment, c'est plus cher qu'un livre de poche, bien sûr, mais entre la Pléiade et un livre de poche, il n'y avait rien. Comment vous arrivez à être exigeant entre le coût de fabrication et l'objet livre qui est fabuleux? Comment vous arrivez à tenir les coûts concrètement? Ça paraît quand même plutôt une sorte de parcours du combattant, j'ai l'impression, aujourd'hui, surtout avec la crise du papier qui a eu à un moment donné un sacré bouleversement. Oui, alors la crise du papier commence un tout petit peu à se stabiliser là. On a eu un vrai problème de papier juste après le Covid. Là, les prix devraient baisser, mais ça ne concerne pas tellement Littéra parce que Littéra, c'est le même papier que la Pléiade. Prima Page, en fait, qui est un très beau papier. Enfin, c'est ce qui est le plus beau comme papier. En fait, un grammage un peu plus épais, donc pas aussi fin que la Pléiade. Mais c'est un papier qui a toujours été cher et qui le sera toujours et qu'il faut commander par un grand stock, en fait. Donc, c'est un grand investissement parce qu'on ne peut pas avoir ce papier juste pour un livre, en fait. Il faut le réserver pour une production sur toute l'année. Enfin, vous voyez, donc c'est un peu un circuit à part. Écoutez, ce n'est pas facile, mais comment dire? Les prix, je vous ai dit au début que Littéra était un grand investissement pour la maison, aussi financier et humain. Euh, on a besoin d'installer la collection. Donc, on aimerait que, évidemment, les livres soient vendus, enfin, se vendent comme ça, deviennent des best-sellers. Alors, on le savait dès le départ que ce ne serait pas le cas. Donc, nous, on joue la carte d'une collection à long terme. Donc, nous, notre but, c'est d'exister en librairie. euh, donc, pour que les libraires gardent les livres et qu'ils jouent
vraiment la carte, l'esprit de la collection. Donc, que les livres soient disponibles, tous les livres, petit à petit, pour, voilà, pour créer une collection partout. Euh, c'est, comment vous dire? Il faudrait faire un bilan, vous savez, pour ce genre pour les nouvelles marques, il faudrait faire un bilan d'ici 3 ans pour voir, voilà, quel est l'équilibre de la collection et donc, voilà, enfin, on verra, on verra. Donc, je sais que pour l'instant, les frères Karamazov, on les fait à perte, mais c'est important. Alors, nous avons la chance de pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'éditeurs, mais on ne peut pas faire que des livres à perte, hein. Enfin, c'est clair que c'est pas vite, enfin, c'est pas normal, hein. Une fois que Ça reste des livres de fond quand même, Ekaterina, donc vous avez du temps bien aussi, sûr, voilà, pour... bien sûr, mais n'empêche qu'en fait là, j'en fabrique, hein, donc j'investis, et ensuite j'espère que ça va s'équilibrer. Mais ça demande effectivement l'équilibre, il est fragile. Mais vous savez, par exemple, on a un peu des petits best-sellers quand on est très content. Par exemple, le Monte Cristo, c'est un double, et voilà, et il marche très bien, hein, voilà, donc Est-ce que ça va vous donner envie de développer encore plus le domaine français ou vous Oui, restez? ah mais c'était prévu parce que voilà, encore une fois, quand on est dans le roman du 19e, on a envie de publier Balzac, on a envie de publier Zola, on a envie de publier Hugo, on a envie de publier enfin, Maupassant, donc oui, 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 il y en aura, enfin, il y en aura, bien sûr. Après, je ne sais pas si tout le monde, enfin, si tous les Français vont marcher aussi bien que Monte Cristo. En fait, vous savez, on tâtonne aussi, c'est-à-dire que on propose quelque chose qui est, on ne sait pas pourquoi Monte Cristo marche très bien. Alors, parce que c'est peut-être un des romans préférés des Français, d'après tous les standards, je ne sais pas. Mais Le cinéma a peut-être aidé aussi. oh oui, bah enfin après le cinéma c'est plutôt les Trois Mousquetaires, enfin mais peut-être, mais on n'a pas, enfin il y a peu de d'analyse, comment dire, enfin concrète, réelle, enfin c'est plutôt des ressentis comme ça. Et après parfois il y a des phénomènes totalement surprenants et inexplicables. Donc on a finalement peu d'explications rationnelles à un succès de tel ou tel livre. Après, on se dit, le classique, voilà, enfin, logiquement, on prend peu de risques. Mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont coûteux, qui ont un certain prix, qui est un prix juste finalement, puisque, voilà, enfin, avec tout le travail fourni, bah, voilà, enfin, C'est bien, oui. J'aimerais peut-être euh, parler peut-être de ces... Parce que vous ne recevez pas de manuscrits. Concrètement, vous êtes une des seules maisons en France qui ne reçoit pas de manuscrits chaque jour. Et en effet, peut-être tant mieux pour vous parce que ça prend un temps fou et souvent, il n'y a pas forcément de retombées. Mais est-ce qu'on vous alerte? Est-ce que les traducteurs vous alertent sur des mauvaises traductions en vous disant, alors voilà, là, Ekaterina, il y a peut-être quelque chose à faire parce que concrètement, c'est très mal traduit, ça n'a pas été traduit depuis longtemps. Comment vous faites vos choix en fait? Finalement, parce que c'est quand même là, vous avez concrètement, vous avez un programme possible jusqu'à 2099 sur les classiques. Donc, comment vous allez faire vos choix de manière... est-ce que c'est au final, est-ce que c'est la mauvaise traduction, ou en tout cas une traduction désuète, qui fait que vous publiez un livre? Est-ce que c'est ça le delta? alors, juste pour réagir, alors Kessel, j'achète tout de suite. Alors Kessel n'est pas du tout dans le domaine, hein. Eh oui. Kessel Eh oui. est mort bien plus tard. Donc, c'est ça pour le coup. Je pense que Gallimard ne serait pas content parce que c'est un auteur Gallimard. Donc il est mort dans les années 80, je crois. Enfin, donc il faudrait 70 ans, enfin il faudrait attendre un petit moment pour pouvoir publier Kessel. Donc, voilà. Et Euh, je pense qu'en effet, il y aura des œuvres posthumes qui feront durer le plaisir très longtemps après. Voilà, donc bon. Alors, non, en fait, les traducteurs ne nous alertent pas. Je pense qu'ils ne sont pas en train de guetter, hein, les mauvaises traductions. Et puis, ça serait pas une bonne chose de publier euh, pour
ou contre, vous voyez, parce que c'est pas bien ou parce qu'il faut, en fait. On ne publie pas et surtout pas les classiques parce qu'il le faut. On le publie parce qu'on a envie de publier tel ou tel classique. Il se trouve qu'avec Wells, c'était cohérent. Et que il se trouve que voilà que les traductions sont très anciennes, mais comme vous avez vu, les frères Karamazov, les traductions sont plus récentes, mais on le fait quand même. Donc c'est pas parce que c'est jamais, c'est jamais dicté par le marché. C'est toujours nous qui proposons des choses, hein. C'est toujours l'éditeur finalement, d'où l'importance de, euh, justement de cette cohérence du catalogue, hein. Être éditeur, c'est d'abord, on a vu, hein, c'est être responsable pour les publications qu'on fait, mais c'est aussi avoir une ligne cohérente, hein. La sélection de littéra n'est pas la sélection de la Pléiade ou d'une autre collection. Si quelqu'un demain, un autre éditeur, décidait de lancer une collection de classiques, ses choix seraient probablement pas le même. Et c'est très bien comme ça. Donc, vous voyez, par exemple, là, on ne publie pas de Flaubert. Alors, pourquoi on ne publie pas de Flaubert? Bah, parce que le Master n'aime pas Flaubert. Bon, alors, on va finir par publier Flaubert, mais ce n'est pas une priorité. Et on l'assume, enfin d'accord, très bien. Et moi, j'aimerais publier voilà, les Cosaques de Tolstoï, alors qu'on aurait pu commencer par, je ne sais pas, Guerre épée, pourquoi pas. Mais finalement, les Cosaques, c'est un texte enfin, moins connu, mais super. Donc, c'est une découverte. Euh, donc, c'est pas du tout par rapport au manquement du marché. On n'essaie pas de remplir, comment dire, les trous ou des choses comme ça, en fait. C'est pas le but, hein. Le but est d'avoir un programme qui nous plaît à nous, qui est cohérent. Et après, bien sûr, alors, on a des propositions on ne reçoit pas de manuscrits, hein, effectivement, puisque nous faisons que de la littérature étrangère. Et on n'a pas de comité de lecture, en fait. Nous avons des éditeurs qui publient la littérature américaine, la littérature mondiale et les poches, hein. On reprend parfois des œuvres qui sont épuisées, enfin voilà. C'est plutôt pour les contemporains, notamment pour les œuvres épuisées. On peut avoir des auteurs ou des traducteurs qui disent ah tiens, et des libraires parfois aussi. Il y a des libraires qui peuvent nous alerter sur tel ou tel ouvrage qui était disponible dans les années, je ne sais pas, 40-50 et qui ne l'est plus et qui mériterait de figurer dans le catalogue Gellmeister. Et donc oui, on va aller voir. On a parfois quelques suggestions par mail, on regarde, mais voilà, il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui sont pas pour nous, mais qui seraient très bien chez d'autres éditeurs. Donc ça peut arriver, mais c'est jamais, encore une fois, hein, c'est jamais par obligation ou par comment dire, opportunisme du type ah bah tiens, celui-là il est pas bien, voilà. Et ouais, et c'est pas comme ça que ça marche. Et j'avais une dernière question parce que c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase, ce livre est mal traduit. Mais finalement, comment on peut décider d'une mauvaise traduction si on n'a pas lu l'œuvre originale? On entend souvent ça, que ce soit des journalistes, que ce soit des chroniqueurs et autres, on entend souvent que ce livre est mal traduit. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement si on n'a pas lu, si on n'a pas à côté le véritable texte original? Bah écoutez, c'est une très bonne question, mais je pense que chaque lecteur, chaque lectrice doit répondre à cette question. Comment? Je pense que c'est difficilement. euh, En fait, il faudrait prendre des exemples concrets. Pour chaque mauvaise traduction est différente. Parce que vous le sentez, tout simplement. Si vous êtes un lecteur attentif, je pense que vous le sentez. Mais c'est pas objectif, en fait. Il n'y a pas de recette, hein. Je ne peux pas vous dire à la mauvaise traduction, c'est parce que c'est ça, ça et ça. Je pourrais le faire pour un texte concret, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Alors, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être mal traduit en français, simplement parce que la syntaxe n'est pas bonne et parce qu'il y a des fautes en français. Ça peut arriver. Ça sonne pas bien, hein, voilà. Ça peut être mal traduit parce que, au contraire, on sent trop le calque de la langue d'origine, enfin, et qu'on se retrouve avec des anglicismes, par exemple, ou d'autres mots, et on le sent, même si on parle pas la langue. On se dit, mais ça sonne pas bien en français, c'est pas naturel.
Est-ce que Voilà. finalement, ce n'est pas l'auteur qui n'est pas du goût, l'écriture de l'auteur qui n'est pas du goût du lecteur? Est-ce que c'est forcément la faute du Mais traducteur? ça peut être... Ah non, 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 je pense que ça peut être aussi... Quelqu'un peut dire c'est une mauvaise traduction, mais vous savez, moi je pense qu'il y a des gens qui le savent en fait, et parfois on dit, moi j'ai pas aimé ce texte, mais peut-être parce que la traduction n'est pas bonne, ou peut-être parce que j'aime pas cet auteur, hein. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... oui, je pense vraiment qu'on peut pas répondre à cette question de manière définitive, hein. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de recette. Voilà. En revanche, et de la même manière, pourquoi quand la traduction est excellente? Peut-être parce que quand vous oubliez que c'est une traduction ou quand le texte vous fait, je ne sais pas, transporter. Mais c'est sûr que ça existe. Alors, il suffit de parler peut-être une langue étrangère et quand on sait que ça arrive dans une langue, c'est que ça peut arriver dans d'autres langues. Mais après, enfin, je j'ai pas de réponse. C'est pas une science exacte, hein, donc je pourrais pas vous donner des critères absolus. Et il y avait une dernière question de Chloé. Alors, c'est une question qui revient pour tout et n'importe quoi, un petit peu dans n'importe quel domaine. Oui, oui. Beaucoup d'hommes, où sont les femmes? On m'a aussi posé cette question sur les invités VLIL depuis le début. Mais Où sont figurez les hommes? où sont les hommes? Oui, c'est Où ça sont aussi. les hommes? Oui, bon, statistiquement, en France, c'est les femmes qui lisent. Donc, C'est un petit peu ça. Bref, pour les femmes, eh ben, les femmes, dans les classiques, ben, il n'y en avait pas beaucoup, hein, enfin, tout simplement parce que les femmes n'avaient pas vraiment accès à la publication. Donc, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui... Alors, il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui publiaient. et qui ont Alors, émergé très tardivement. non, mais il y en a quelques-unes. Mais d'où l'importance de publier Marguerite Mitchell. Enfin, bon, cela dit, il y a Emily Brontë. Enfin, il y a quand même des femmes. Il y a quand même des femmes dans la littérature. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de femmes en littérature. Enfin, moi, je sais pas, je me suis jamais posé la question dans ce sens-là, en fait. Je pense que, enfin, je ne pense pas. C'est pas un critère, en tout cas. Enfin, c'est pas du tout un. Alors, il y a des éditeurs, enfin, des éditrices ou des maisons d'édition qui pour la littérature contemporaine, comme pour peut-être pour les classiques, qui c'est leur créneau, on va dire, c'est leur catalogue est exclusivement féminin. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être une manière comme je vous le disais, une ligne éditoriale, hein, de publier que des femmes. Ça peut être le cas, mais nous, c'est pas vraiment l'objet de la ligne. Enfin, voilà, une question. Donc, on se concentre sur les textes. Après, que ce soit un homme ou une femme, enfin, en tout cas, on n'a pas de quota, hein, donc c'est pas... Et alors, une dernière question. C'est vrai que ça fait longtemps que je dis une dernière question. Catherine, j'ai l'impression que ça fait 1 heure et demie. Mais non, c'est pas la dernière question. C'était si vous deviez en choisir qu'un seul, celui qui vous a peut-être marqué quand vous étiez jeune. Finalement, est-ce qu'il y en a un qui émerge davantage que les autres pour vous en tant que lectrice, pas forcément en tant qu'éditrice, en tant que lectrice? S'il y en avait un que vous conseilleriez pour quelqu'un, par exemple, qui détesterait les classiques ou verrait ça comme un traumatisme de l'enfance à l'école? Est-ce qu'il y en a un qui véritablement est une véritable déflagration pour un lecteur qui aimerait revenir vers des classiques? Eh ben, écoutez, je dirais comme ça. Alors, j'ai le droit de dire deux parce qu'il y a un traduit et un français. Haha. Allez, Je triche. Je triche parce que c'est pas la même chose. Alors, je dirais que pour être importé par un imaginaire et du coup, je pense oublier même qu'on est en train de lire, mais d'être ailleurs, le Comte de Monte-Cristo, je pense que Dumas est un excellent auteur euh, pour vivre des aventures, des passions, des trahisons. Enfin, c'est très vivant. Voilà, pour se sentir vivant, je pense qu'on peut lire Dumas. Et en plus, la langue est excellente. Donc, il y a plein de formules. En fait, donc, voilà. Et pour les traductions, enfin, si je devais en choisir qu'un, oh là là, ça serait difficile. Enfin, je sais pas. Mais pour se réconcilier avec, enfin, pour commencer à lire pour les classiques, oh, je ne sais pas, je dirais qu'on pourrait tenter L'île au trésor. L'île au trésor de Stevenson qui nous donne aussi
cette occasion de finalement de se retrouver ailleurs, mais dans quelque chose de très familier, c'est-à-dire que la piraterie, le voyage de trésors, la recherche, enfin, la trahison, tout ça, ça fait partie de tellement d'autres scénarios déjà qui existent dans d'autres livres que je pense que là, on peut se retrouver on peut se retrouver enfant. C'est bien les textes où on peut se retrouver notre âme d'enfant. C'est important aussi pour avec cette surprise, cette naïveté, cette légèreté, ce côté, je prends le texte et je suis ailleurs. Donc oui, l'île au trésor, je dirais. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Attendez, il y a plein d'autres questions. Ah Il y avait bon? plein d'autres questions. Il y a parfois des traductions difficiles comme l'argot. Alors ça, c'est pas une question. Oui, tout à fait. En plus, l'argot vieillit très très mal. Donc là, l'argot est très difficile à traduire. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de traduction définitive de toute manière. Il faut surtout pas traduire. Alors, traduire l'argot par l'argot, ça vieillit très très mal, hein. C'est très difficile. Ça, c'est une question qui est vraiment important. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme... Non? Ah non, non, il y a pas eu d'autres... Il y a pas d'autres questions. Ah oui, non. Est-ce que vous recevez aussi des manuscrits d'auteurs qui n'arrivent pas à être publiés aux États-Unis? Par exemple, la Benjamin Whitmer. Benjamin Whitmer, dont on publie le prochain roman, donc non édité aux États-Unis, en avril prochain, qui s'appelle Dead Stars. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas on reçoit leurs manuscrits, c'est que c'est deux auteurs qu'on a connus et qui aujourd'hui... Alors, par ailleurs, Benjamin Whitmer sera peut-être même publié aux États-Unis, il va peut-être et même un agent grâce au fait qu'il soit publié en France. Ça nous arrive maintenant aussi de permettre aux auteurs américains qui ne sont pas publiés de retrouver un agent pour être au moins présenté aux éditeurs aux États-Unis, hein, parce qu'en France, ils ont du succès. On reçoit quelques manuscrits américains, mais c'est très très rare. En revanche, des auteurs comme Benjamin Whitmer peuvent nous conseiller d'autres auteurs notamment en ce qui concerne le roman noir américain contemporain, la nouvelle génération d'auteurs du roman noir, dont on a un certain nombre au catalogue, comme Whitmer, comme Jay Kingston, comme Peter Farris. Ils se connaissent tous. Et effectivement, ils sont pas considérés comme de la littérature parce qu'ils ne sont pas bankable aux États-Unis. Et nous, on a la chance de pouvoir lire leurs textes parce que c'est un réseau, ils se connaissent en fait souvent. Et donc, du coup, c'est Oliver Gallmeister qui fait le travail éditorial, qui les édite en fait. Et donc, ils envoient directement leurs manuscrits à Oliver Gallmeister. Donc, oui, on a aussi ce cas de figure qui est rare et c'est important de préciser à quel point. Et ils le disent à chaque fois qu'ils viennent en fait en France quand ils sont en tournée. Ils remercient les lecteurs français parce que grâce au lectorat français, ils existent en tant qu'auteurs. Donc voilà, c'est important. Parfait. Merci, Ekaterina. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question, mais si ce n'est pas le cas, je vois que tout le monde est enthousiaste à l'idée, à tout ce que vous avez dit, Ekaterina, et merci pour ces précisions, pour toutes ces... C'est fini déjà? Je pensais que c'était jusqu'à minuit. Non mais attendez, j'ai prévu de dormir ici. Comme ça, j'enchaîne au bureau. J'enchaîne demain. Merci à vous, merci pour votre écoute. Je sais que bon, c'est un format qui est un format particulier, mais s'il y en a qui n'ont pas pu poser de questions ou qui n'ont pas eu le temps ou qui voilà. D'abord, il y a un site littéraire, il y a une adresse mail en fait. C'est moi qui m'occupe de l'adresse Nakarini Negeripe, ouais, qui m'occupe donc de cette adresse. Hein. Donc, si vous envoyez un mail, je répondrai à vos questions. J'ai aussi un mail Gallmeister, ekaterina@gallmeister.fr, c'est aussi sur le site de Gallmeister. N'hésitez pas si vous avez des idées d'ailleurs, enfin voilà, des commentaires. Si vous repérez des coquilles dans les littérats, je prends parce que on a beau relire et corriger, parfois il y a des choses voilà, donc on les note, hein, et quand on réimprime, on essaie de corriger, enfin, on passe les corrections. Donc voilà, merci pour votre curiosité en tout cas. Merci Anthony encore une fois d'avoir organisé cette conversation. Et voilà, et de m'avoir donné la chance de pouvoir présenter ce projet qui tient à cœur à toute l'équipe Gallmeister. Et qu'on espère qu'il durera et sera aussi pérenne que tous les livres que vous présentez et qu'ils ont une même durée d'existence
Ah bah ce oui, soir non, du mais livre. ça ne peut pas ne pas marcher, on y croit. Mais Merci infiniment, Ekaterina. Une très belle soirée à tout le monde et à vous. Et à très bientôt. Au ça, revoir tout le c'est monde. l'heure du dîner. Bonne soirée. Au revoir tout le Au monde. revoir.